et des avions. Il existe deux catégories d'avions, les avions civils et les avions militaires. Dans les avions civils, il y a les ULM, qui sont des avions ultra légers motorisés, les avions légers, qui peuvent être des avions de voltige ou de loisirs, et il y a aussi les jets ou avions privés, et enfin les avions de ligne. Les avions de ligne sont également classés selon leur rayon d'action. Ainsi, on parle de court courrier, moyen courrier et long courrier. Ces appellations datent des époques où les avions étaient surtout utilisés pour acheminer des courriers et des colis postaux. Dans les avions militaires, il existe les avions de chasse, les avions de transport, les bombardiers, etc. Et il y a aussi des planeurs. Les planeurs sont des avions qui n'ont pas de moteur et qui utilisent les courants d'air pour se déplacer. Laissons maintenant la parole à Madeleine puis Camille pour vous parler de la structure de l'avion et de ses ressemblances avec l'oiseau. Tout d'abord, lorsqu'on le construit un avion, le but est de faire en sorte qu'il offre le moins possible de résistance à l'air. Les éléments qui le composent présentent des surfaces particulièrement étudiées afin de réduire la traînée et d'assurer la stabilité de l'appareil. On parle d'aérodynamisme. La structure interne de l'avion tient compte des contraintes imposées par le vol. Tout d'abord, la structure interne de l'aile est essentiellement creuse. Cela rend l'avion plus léger et facilite la portance. Dans l'aile, la solidité est assurée par les nervures et les longerons. Les nervures supportent les revêtements supérieurs et inférieurs de l'aile. Ce sont donc elles qui donnent la forme du profil de l'aile, essentiel dans le vol. Elles transmettent les charges aérodynamiques aux longerons. Chaque aile est constituée d'un ou plusieurs longerons. Les longerons doivent supporter la majeure partie des charges s'exerçant sur l'aile en vol. Ce sont donc des pièces très solides. Les longerons sont rattachés au fuselage au niveau de l'emplanture et ils rejoignent l'extrémité de l'aile. On peut dire qu'ils traversent l'aile dans sa longueur. Mais quel est le rapport avec l'oiseau? Cette structure est fortement inspirée des oiseaux. Regardez. En effet, comme nous l'a appris Mao tout à l'heure, les scientifiques ont remarqué que les os des oiseaux sont creux et renforcés par des cloisons, alliant légèreté et solidité. Et ils ont utilisé cette propriété de l'anatomie de l'oiseau pour faire les ailes des avions. Voyons maintenant la structure externe des ailes. Le bord d'attaque est la partie de l'aile qui entre en premier en contact avec l'air. Il s'agit de la partie avant de l'aile. Le bord de fuite est la partie arrière du profil de l'aile, légèrement amincie afin de réduire la traînée. L'aile possède des surfaces mobiles, les volets, qui permettent lorsqu'ils sont abaissés d'augmenter la portance en accentuant légèrement la courbure de l'aile, et les ailerons, qui permettent de modifier la portance pour incliner l'avion ou pour tourner à droite et à gauche. Lorsque le filet d'air arrive en nouvelle, il provoque un tourbillon, encore appelé vortex. Ce vortex freine l'avion. Les scientifiques se sont donc demandé que ferait la nature dans ce cas. C'est en effet dans la nature qu'ils trouvèrent la réponse. Les observations faites sur la cigogne montrent que ces rémiges ont une particularité. Elles se placent en éventail, et les chercheurs s'interrogèrent sur son utilité. La mise en condition de vol de la cigogne dans un tunnel aérodynamique révéla le rôle de ces rémiges. Plus le courant est fort, plus l'extrémité des ailes s'écarte et se courbe. Cela fait diminuer la résistance aérodynamique. C'est donc en imitant la cigogne, dans le but de réduire la traînée induite sans néanmoins allonger l'aile, que les ingénieurs ont créé les winglets. Le principe des winglets est simple. À l'extrémité de l'aile, le flux de l'intrados, en suppression, a tendance à passer sur l'extrados, qui lui est en dépression. Cette action génère un tourbillon, appelé vortex. C'est ce vortex qui va provoquer l'augmentation de la traînée de l'avion, ainsi que de fortes turbulences. Correctement positionné, l'ailette peut récupérer une partie de l'énergie du tourbillon et l'amoindrir. Ce vortex devient dangereux si l'on entre dedans. Les winglets permettent donc de diminuer au maximum ces dangers. Les ailes d'oiseaux et d'avions ont donc bien une structure semblable. Tout d'abord, ils ont la même structure creuse. Et puis leur surface externe, mobile, s'adapte aux besoins du vol. Les winglets de l'avion sont comparables aux rémiges primaires de l'oiseau. Mais comparée à celle de l'aile de l'oiseau, la structure de l'aile de l'avion reste encore très rudimentaire. Les performances des ailes des avions sont limitées.
leur mobilité est inexistante ou réduite pour les avions à géométrie variable. Et l'adaptation aux différentes conditions de vol n'est que partielle. Madeleine nous a parlé de géométrie variable. Je tiens à préciser qu'une voilure à géométrie variable est une voilure dont la forme peut être modifiée en cours de vol. Cette modification permet à l'avion d'évoluer à grande vitesse sans perte d'efficacité. Le célèbre avion de chasse F-14 a une voilure à géométrie variable. Lorsqu'il a une grande vitesse, ses ailes se replient en arrière. En conclusion, l'étude de la structure de l'aile de l'oiseau constitue un domaine de recherche important pour le futur. Mis à part les ailes, les avions ont-ils d'autres points en commun avec les oiseaux? Oui, tout à fait. Regardez. Le nez des avions est plus fin et pointu, comme le bec des oiseaux. Il y a aussi le train d'atterrissage. C'est un élément très important de l'avion, car il permet de décoller et d'atterrir. Il se compose d'un train principal et d'un train auxiliaire. Il y a deux dispositions des trains. Les trains classiques, qui sont composés de deux trains principaux à l'avant et d'un train auxiliaire à l'arrière. Et les trains tricycles, qui sont composés de deux trains principaux à l'arrière et d'une roulette à l'avant. Durant les phases de vol, le train d'atterrissage se rétracte pour diminuer la résistance à l'air. Il se loge alors dans la case à train d'atterrissage, qui peut se trouver dans le fuselage ou dans les ailes. Cependant, certains avions ont un train fixe, c'est-à-dire qu'il ne se replie pas. Le rôle principal du train d'atterrissage est de permettre le déplacement de l'avion au sol, et il sert d'amortisseur lors de l'impact de l'atterrissage. Le train d'atterrissage est comparable aux pattes des oiseaux. C'est lui qui permet à l'avion de se déplacer au sol, de même que les pattes servent au déplacement de l'oiseau. Le décollage et l'atterrissage de l'avion s'est-il inspiré de celui de l'oiseau? Effectivement, le décollage et l'atterrissage d'un avion copient en quelque sorte le comportement d'un oiseau. Lors du décollage, certains oiseaux doivent prendre de la vitesse pour pouvoir décoller. Les avions font de même. L'avion et l'oiseau se cabrent de manière à mieux pénétrer dans l'air. Ce sont les deux actions essentielles du décollage. Il y a néanmoins une différence. Tandis que l'oiseau bat des ailes, l'avion se sert de la portance au niveau de ses ailes. Pour l'atterrissage, l'oiseau arrive à vitesse importante vers le sol. Puis il ralentit fortement et se pose à vitesse minimale. Pour cela, il arrondit sa trajectoire, qui devient presque tangente au sol, et il sert du vol battu, comme vous pouvez le voir sur les images, pour achever sa manœuvre. Comme l'oiseau, l'avion perd de l'altitude en diminuant sa vitesse, se cabre, puis touche terre. On appelle cette manœuvre l'arrondi. Les trains d'atterrissage principaux touchent le sol avant les trains auxiliaires. En revanche, dans l'air, les avions, excepté les planeurs, n'ont pas le même comportement que les oiseaux. En vol, l'oiseau se sert des courants d'air pour se déplacer, reprendre de l'altitude, et les planeurs font de même. Les avions, par contre, doivent garder leur moteur en marche pour ne pas perdre d'altitude. Bon Madeleine, ok, on connaît la structure de l'avion, mais comment il vole? Pourquoi il ne tombe pas? Il faut tout d'abord rappeler que l'avion vole grâce au vent relatif, l'écoulement de l'air qu'il subit lorsqu'il a de la vitesse. En vol palier, l'avion est soumis à 4 grandes forces, le poids, la portance, la poussée et la traînée. Le poids est l'effet de la gravité terrestre sur la masse de l'appareil. Il tire l'avion vers le bas. Après, nous avons la poussée. Donc, on utilise le terme poussée lorsque la force est créée par des réacteurs, mais on utilise le mot traction lorsque la force est créée par des hélices, elles-mêmes entraînées par des moteurs, comme le cas de cet avion. L'importance est une force ascendante, qui pousse l'avion vers le haut. Elle est créée par la différence d'air
sur l'intrados et l'extrados. On remarque sur le profil de l'aile, plat en dessous et bombé au-dessus, que l'air doit parcourir un plus grand trajet sur le dessus. L'air passant au-dessus de la voilure devra donc être beaucoup plus rapide que celui qui passe en dessous. L'accélération de l'air sur le dessus de l'aile provoque une dépression, ce qui provoque la portance. Il y a aussi la résultante aérodynamique. Cette force est composée de la portance et de la traînée. C'est, comme je l'ai dit, la résultante aérodynamique. Elle résulte de l'écoulement de l'air sur les surfaces de l'avion. La poussée s'oppose à la traînée et la portance s'oppose au poids. Lorsque l'avion vole en palier à vitesse constante, toutes les forces se compensent. Afin de conclure cette émission, nous allons vous parler des nouvelles avancées scientifiques, et plus particulièrement des drones. Un drone est un aéronef inhabité. Il est donc piloté à distance. Il peut être autonome ou semi-autonome. Pour l'instant, l'armée l'utilise pour certaines missions de reconnaissance. Les drones concentrent actuellement la majeure partie des innovations liées à l'aviation. Leurs structures sont celles de futurs avions. Ce sont souvent des prototypes expérimentant de nouvelles technologies et devant s'adapter à des contraintes nouvelles. Les drones sont de taille réduite, car de tels projets à l'échelle humaine ont un coût excessif et soulèvent de nombreux problèmes techniques. Le drone a été inspiré par l'étude des mouettes. En effet, leur capacité à fléchir l'épaule et le coude améliore leur performance de vol. Les scientifiques ont ainsi constaté l'influence de la forme de l'aile sur le vol. Lorsque les coudes sont droits, l'avion plane correctement. Lorsque les coudes sont orientés vers le bas, l'avion perd en stabilité, mais devient plus manœuvrable. Lorsque les coudes sont orientés vers le haut, l'avion est dans des conditions optimales pour l'atterrissage. Le type de vol et la forme de l'aile sont étroitement liés chez l'oiseau. Pour l'avion, les avancées techniques récentes vont dans ce sens. Le constant rapprochement du vol animal et du vol mécanique permet d'anticiper le futur de l'aviation. À cet égard, l'étude du vol de l'oiseau est instructive, car celui-ci fait preuve d'une plus grande agilité et d'une plus grande adresse que l'avion dans les airs. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be